si on ose ce néologisme, les métiers du soin, les inscrit dans une approche rationnelle, technique, technologique, et donc le 19e siècle et dans la foulée le 20e siècle sont des siècles où le monde de la santé et le métier de soignant va changer considérablement. Il y a une vieille devise du soin qui disait, alors tenez-vous bien parce qu'on a pu tantôt à Hippocrate, tantôt à Louis Pasteur, il y a quand même quelques dizaines de siècles entre les deux, et qui disait que la médecine c'était l'art de guérir parfois, de soulager souvent et de réconforter toujours. Et on voit cette gradation au XIXe siècle entre une médecine qui n'est pas encore aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui, et donc il y a une forme d'humilité devant la perspective de la guérison, guérir parfois. C'est encore le siècle où il y a des maladies qui sont absolument incurables. La tuberculose n'est pas que, il y a aussi des épidémies, et puis les choses changeront très rapidement à partir de la Seconde Guerre mondiale et de la découverte de la pénicilline et des progrès de la chirurgie et de la pharmacologie, et ainsi de suite. Mais voilà, cette vieille devise, soit antique, soit pseudo-moderne, guérir parfois, soulager souvent, réconforter toujours, consoler toujours, on a des traductions différentes. Et on voit qu'au XIXe siècle, il y a une transmission entre une mission de salut, qui était au départ une mission de salut spirituel, on prenait soin des gens qui mouraient pour leur assurer un cheminement spirituel, et donc une forme de salut de l'âme. Et donc, de ce point de vue-là, la mort n'était pas aussi monstrueuse, parce qu'elle ouvrait sur une perspective qui se voulait plus heureuse encore que la vie de labeur qui nous incombe. Mais cette passation de responsabilité entre le corps clérical et le corps médical va faire que le corps médical va se retrouver avec une mission de salut, mais ça ne va plus être la mission du salut de l'âme, ça va être la mission du salut du corps. Et dans cette perspective, la mort va devenir un obstacle, puisqu'elle signe l'incapacité à pouvoir sauver. Et on voit une forme de matérialisation de la représentation de l'être humain, on est ensuite après dans un mouvement où la République va devenir de plus en plus laïque jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État et ainsi de suite. Et donc là apparaît, alors tous ces propos, si ça vous intéresse, si vous voulez y revenir, il y a un historien des religions qui s'appelle Jean Bobéro et qui a écrit ça dans un livre très documenté qu'il a judicieusement intitulé « Sacrée médecine ». Et on voit qu'en fait, il y a une passation de pouvoir aussi au niveau des symboles, au niveau des vêtements, c'est-à-dire que l'aube ou la chasuble sont remplacées par la blouse. Et puis on peut même aller de manière un peu audacieuse à dire que l'Eucharistie est remplacée par le stéthoscope, l'une sondant davantage les âmes et l'autre sondant les bruits du corps. Il y a donc cette espèce de vision très matérialiste, très fonctionnelle petit à petit de l'être humain. Mais il reste que l'ensemble de la médecine demeure marqué par cet héritage chrétien, et sociologiquement on démontre très bien qu'il y a une permanence des valeurs chrétiennes véhiculées chez les professionnels de santé, jusqu'à parler de vocation soignante, de vocation médicale, jusqu'à parler de sacerdoce. Vous voyez, on va reprendre tous ces mots qui nous viennent du champ de la religion, jusqu'à s'interroger si est-ce qu'on a un don, est-ce qu'on a un don pour la médecine, voyez. Et donc derrière, il y a l'idée que les soignants seraient presque prédisposés à cet exercice de la médecine, parce que ce serait une voie moderne et horizontale plutôt, mais de donner une forme de grâce à l'existence humaine. Donc tout ça persiste. D'ailleurs, petit aparté, on a longtemps imputé, et à tort ou à raison, je n'entrerai pas dans le débat, mais à des survivances de visions religieuses, une certaine complaisance à l'égard de la souffrance. Et puis il faut quand même rendre hommage à certaines paroles fortes, notamment celle du pape Pie XII qui en 1957 dit non, la souffrance n'est d'aucun bien, elle doit être combattue à tout prix. Et on voit malgré cette parole que des autorités médicales ont continué jusque dans les années 80 à tolérer, à résister à la prescription antalgique. Voilà. Donc en fait, il y a une sociologie qui est plus complexe, avec un rapport au sacré, un rapport à la mission, et tout ça se décline tranquillement au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est dans ce moment où cette forme de médecine, où cet art du soin est questionné très sévèrement.
avec des gens qui disent qu'ils n'ont plus forcément la vocation, ou tout au moins qu'ils ne sont plus prêts à se donner sans compter, qu'ils n'ont plus cet idéal sacrificiel. Et donc, ça pose la question de savoir, mais cet élan qui était à l'origine moteur dans l'exercice du soin, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il en reste en réalité? Et mon hypothèse que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que parce que cet élan a disparu, et il a disparu pour des raisons qu'on va essayer d'analyser, eh bien, ça serait une des explications au désengagement d'un grand nombre de professionnels aujourd'hui qui ne trouveraient plus les mêmes raisons d'exercer leur art qu'en étant simplement considérés comme du personnel technique, par exemple. Alors on est aujourd'hui clairement dans un moment d'évolution très fort, puisque la dimension scientifique est devenue absolument omniprésente, avec une evidence-based médecine qui ne laisse plus beaucoup de place à l'intuition, avec une imagerie qui ne laisse plus beaucoup de place à la palpation. Donc il y a une forme aussi de virtualisation de la relation soignante qui s'est invitée. Une science qui a supplanté l'art. Donc voilà, pendant longtemps, le XXe siècle s'est enorgueilli de la culture scientifique comme étant un aboutissement. Aujourd'hui, on a envie de retrouver quand même derrière cette science qui pourrait paraître froide, les voies de l'art. Et est-ce que la médecine pourrait redevenir un art, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, malgré tout, hein, parce que c'est pas une science parfaite. Mais vous voyez, comme on a aussi cette espèce de mythologie du mythe du progrès de la fin du XXe siècle qui a gagné la médecine, et les médecins seraient presque des ingénieurs, et il en est même pour les infirmières ou pour même d'autres professionnels de santé, les psychologues aussi commencent à rentrer dans ce type de logiciel. Deuxième chose qu'on peut souligner en termes d'évolution, c'est le poids des normes. On est dans une société qui ne tolère plus l'à peu près, qui ne tolère plus l'échec, et donc la société civile demande à être constamment rassurée sur l'efficacité, avoir des garanties au niveau des résultats, et donc pour garantir cette efficacité, cette performance, oserait-on dire aussi, alors il y a un corpus de normes qui s'est établi, de recommandations, de bonnes pratiques, tout ça s'appuyant évidemment aussi sur la technique et sur la science. J'ai été retrouver une petite citation parce que ça s'appuie aussi sur le compartimentage de l'individu. En fait, on a découpé l'individu en tranches, considérant que le soin de ses organes primait sur le soin de l'être, parce que si l'organe ne va pas bien, l'être ne va pas bien. Donc on imagine que si l'organe va bien, l'être ira mieux. Et on a oublié que l'être est un être complexe, et pas simplement une mécanique dont on pourrait réparer bout à bout tel ou tel organe. Alors on est en 1958 et il y a un professeur de médecine qui n'est pas n'importe qui, c'est Ignacio Chavez, qui est le président de la Société internationale de cardiologie. Un cardiologue, voilà, un chirurgien avec tout ce que ça représente derrière. Donc on pourrait s'attendre à quelqu'un qui aurait un propos un peu mécanique peut-être. Et en fait il nous dit ceci: la spécialisation dont il est le fruit et l'illustration, la spécialisation porte en elle une énorme force expansive de progrès, on comprend, mais elle contient aussi le germe d'une régression dans l'ordre intellectuel et spirituel. On est étonné de ce mot en 1958. Dans ce drame de l'homme de science actuel se profile un risque imminent, la déshumanisation de la médecine. Les réactions psychiques du malade, ses souffrances, son angoisse resteront toujours en dehors du contrôle rigoureux de la physique et de la chimie. Voilà quelqu'un qui avait senti une trajectoire du monde, et en plus il était mexicain, donc il n'est même pas d'une culture française, il avait senti au niveau international une trajectoire qui risquait de déshumaniser non seulement les patients, mais probablement, puisqu'il parle de spécialisation, les soignants eux-mêmes. Son signe d'alerte n'a pas eu grand écho, malgré tout, hein, ce qu'on ne peut, hélas, que regretter. Rajoutons à des éléments de contexte le fait que, bien sûr, la science progresse, la technologie, avec tout un tas d'appareils, mais de plus en plus l'imagerie, comme je l'ai évoqué, et même la technologie virtuelle. Donc il nous faut imaginer que le métier de soignant demain
sera un métier qui sera plus au contact d'un ordinateur qu'au contact du patient, ce qui s'est déjà considérablement développé depuis quelques années. Hein. Pour une petite anecdote, j'ai été me faire un Doppler du cou là, il n'y a pas si longtemps, et je n'ai pas croisé le regard du médecin avant la fin, au moment où j'ai insisté pour lui serrer la main. Voilà. Parce qu'il était avec sa main qui se promenait sur mon cou, mais ses yeux qui étaient sur l'écran. Et il avait certainement le sentiment de me rendre le plus grand des services. À l'inverse, j'étais ce matin en train d'accompagner un ami en consultation d'oncologie digestive dans des circonstances qui étaient très alarmantes pour lui. Et là, j'ai trouvé une femme médecin qui a pris le temps qu'il fallait, et qui l'a regardé, et qui l'a écouté. Et là, j'ai eu l'illustration que cet art n'est pas totalement perdu, heureusement. Mais quand même, il nous faut voir qu'il y a une tendance extrêmement forte au développement du digital, ce qui veut dire derrière au développement de l'intelligence artificielle, du big data, et donc de plus en plus, une partie du métier technique, qui est celui des soignants aujourd'hui, va être inévitablement repris par la machine, puisque l'ordinateur a une capacité d'analyser un nombre d'études publiées au niveau international en quelques instants, alors que le meilleur professionnel aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer a été en capacité de détecter une maladie d'Alzheimer 7 ans après que l'ordinateur, en analysant et en comparant des clichés entre eux, était en capacité de le faire. Donc il nous faut bien imaginer que là où notre société a tendance aujourd'hui à renforcer le poids technique du rôle du soignant, elle se fourvoie. Elle se fourvoie absolument, parce que quels que soient les efforts des humains pour maîtriser la technique, l'ordinateur le fera beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce que ça laisse comme voie pour les soignants? Eh bien, ça laisse une voie où l'ordinateur est totalement incompétent à ce jour, c'est-à-dire la voie de la relation humaine, du contact. Or, précisément, nos systèmes administratifs ne valorisent pas cela. Donc, on est sur une trajectoire qui est complètement absurde. On est en train d'inciter les gens à aller dans une direction dont on sait que très vite, ils seront dépassés, de fait, hein, et on ne les prépare pas à ce que va être leur métier de demain, qui va être justement de pouvoir faire ce que la machine ne fera pas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir quand même à un moment donné repenser la situation, et la bonne nouvelle, pardon de le dire aussi brutalement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une pénurie de professionnels de santé, et que si on peut s'en désoler parce que ça crée des manques en termes de soins chez les patients, ça crée des frustrations en termes de motivation chez les professionnels, ça va créer un tel électrochoc qu'à un moment donné, la demande sociale, parce que c'est elle qui pilote toujours une politique, la demande sociale va être de retrouver des soignants. Et là où il faut peut-être des années et des années pour se former techniquement, eh bien en matière de relations, on peut se former beaucoup plus vite, en vrai. Donc il va y avoir des enjeux qui vont se dessiner de manière différente. Ça, c'est pour rester confiant. Mais je crois que nous pouvons l'être. Parce que il n'y a que dans les romans de science-fiction que l'humanité devient une mécanique, se chosifie, et aujourd'hui, voilà, votre présence ici atteste qu'il n'y a quand même pas grand monde qui trouve que c'est une voie prometteuse, enviable. Mais l'humanité est ainsi faite qu'il faut toujours qu'elle soit au bord du gouffre pour décider de bouger. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aussi beaucoup constaté en soins palliatifs, c'est qu'il y a des gens qui attendent parfois, et c'est tellement désolant, mais ils attendent le dernier souffle pour oser se réconcilier, pour changer d'attitude, pour se convertir, pour trouver une voie où trouver leur équilibre intérieur. Et on est quand même tenté de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça plus tôt? Parce qu'il n'y avait pas la pression. En fait, le jus de citron, vous ne le récoltez que quand vous pressez le citron. Sinon, il reste dans la pulpe. Donc on peut se dire que le fait qu'aujourd'hui on subisse des pressions, eh bien, essayons de le voir de manière constructive. Alors je voudrais vous inviter à revisiter quelques fondamentaux, notamment autour de la notion de soin, et puis autour de la notion de don, parce qu'on interroge ici le soin, un don. Vous avez noté qu'on l'a formalisé sous la forme affirmative. J'ai été tenté d'y mettre un point d'interrogation, mais non, je prends le pari, j'affirme que le soin est un don, et pas simplement je m'interroge sur l'est-il encore. Alors le mot soin, quand on va aller chercher le dictionnaire, eh bien j'ai été surpris de voir qu'il ne commence pas là où on l'attend, le dictionnaire.
soin est d'abord défini par se soucier. Le soin, c'est le souci de l'autre. Ça n'est pas ainsi qu'il est défini socialement aujourd'hui. Et donc, à la base du soin, à l'origine du soin, il y a une inquiétude. Et donc, il y a un côté, je suis pris, saisi voilà, par la situation de l'autre qui m'inquiète. Il y a une porosité entre moi et l'autre dans cette inquiétude. Deuxième élément de définition, toujours dans le même registre, hein, ce premier registre de l'inquiétude, le soin, c'est ce qui occupe l'esprit. Donc le soin, c'est ce qui s'installe dans notre esprit et nous préoccupe, mais c'est aussi, parce que ça vient, soin et songe viennent du même mot, le soin, c'est aussi un songe. C'est-à-dire, c'est une espérance. Donc vous voyez que dans le même mot, on a l'idée d'inquiétude, mais on a aussi l'idée d'espérance. Inquiétude par rapport à ce que la personne vit, espérance par rapport à ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour que l'inquiétude disparaisse. Et donc, s'il y a derrière le soin, il y a du songe, il y a du rêve, il y a de l'intuition, et le sujet du soin, c'est cette tension entre l'inquiétude et l'espérance. Donc, on peut s'inquiéter quand les soignants se découragent, voire se désespèrent. Parce qu'on a besoin de l'espérance des soignants pour être en bonne santé. Je ne vous fais même pas le petit topo sur l'effet placebo. Vous voyez ? Il y a le besoin de croire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, de l'ordre de la confiance, de l'ordre de l'espérance, qui sont des vertus spirituelles, fondamentalement. Donc on est encore dans cette continuité, de cette dimension spirituelle qui irrigue le soin, indépendamment du fait que la dimension religieuse, aujourd'hui, a été, à part ici, mais elle a été sinon largement réservée aux aumôneries, comme peau de chagrin, hein, si j'ose dire. Deuxième élément de définition, ah oui, alors quand même, parce que tu l'as dit aussi tout à l'heure, et donc j'y reviens, tu as parlé de penser les plaies après le Covid, mais en fait, le mot penser et le mot penser, P-E-N ou P-A-N, j'ai découvert qu'ils sont issus de la même étymologie. Et pas simplement, c'est pas juste une homophonie, c'est pas un mot qui sonne de la même manière, non, parce qu'il y a cette idée que ça occupe l'esprit, que c'est de l'ordre du songe, donc penser c'est de l'ordre du songe, mais le soin, l'acte du soin, penser, P-A-N, c'est de l'ordre de la pratique, et donc il y a aussi ce va-et-vient entre l'idée et l'acte. Le soin, c'est pas juste une technique en termes d'acte, c'est une représentation de la santé. C'est aussi ça, le soin. Alors, deuxième définition, première, se soucier, deuxième, acte par lequel on soigne. Là, on est dans la matérialité. Le soin, c'est le fait de soigner. Alors, quand on parle d'acte par lequel on soigne, on évoque immédiatement une responsabilité, donc une compétence. On n'est pas dans l'amateurisme. C'est trop grave comme sujet. Et donc, nécessairement, dans le soin, il faut de la compétence. Il faut du professionnalisme. Il faut s'assurer que l'acte de soin a des chances d'être soignant. Et pas juste une bonne volonté, comme ça, ou parce qu'on donnait pendant des siècles une pommade, une tisane ou quelques prières, on pensait que ça pourrait suffire à soigner. Donc il faut une compétence, et c'est comme ça que ces métiers ont fini évidemment par se professionnaliser. Il faut des normes, il faut de la science, il faut des protocoles, donc tout ça est assez juste. Hein, n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La manière dont la science, dont la médecine est devenue scientifique, a considérablement fait reculer la souffrance, le moment de la mort, a permis à des gens d'acquérir une réelle compétence et donc aussi un statut social, une estime d'eux-mêmes et de soulager des familles entières. Donc tout ça n'est pas à remettre en cause. Ce qui est à remettre en cause, c'est qu'on imaginerait qu'il n'y aurait besoin que d'une compétence technique. Ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que au cœur du soin, on a négligé cette dimension relationnelle qui pourtant a été pensée dès l'origine. Hein. Si on veut se référer par exemple à Philon d'Alexandrie, qui dès le 1er siècle parlait des thérapeutes, hein, il envisageait que la médecine était déjà globale. On n'a pas attendu les soins palliatifs pour parler de médecine globale. Sauf que notre modernité, ivre des puissances de la technique, a négligé cette dimension relationnelle. Et donc on a vu les formations des soignants petit à petit négliger également cette dimension relationnelle, ou alors la chosifier, c'est-à-dire la conceptualiser sans permettre véritablement de la tester. Or, c'est bien de l'apprentissage in vivo qui se joue dans la relation.
Quand on voit que les normes qui sont censées sécuriser le système de santé ont écarté là aussi le temps relationnel, hein, je ne vous fais pas le topo sur la T2A, eh bien on se rend compte qu'en fait on a appauvri délibérément le métier du soin pour répondre à une demande sociale qui voulait de la sécurité et de l'efficacité, mais qui était presque trop immature pour comprendre qu'il fallait ce cocktail de la compétence technique et de la compétence humaine. Donc aujourd'hui, il nous faut absolument repenser que le soin est une compétence humaine qui s'apprend, qui s'exerce, qui s'encadre, hein, qui doit être documentée, et pas juste une bonne volonté avec un gentil sourire. Ça, évidemment, plus que ça. Troisième élément de définition du soin. Le premier, se soucier. Le deuxième, les actes par lesquels on soigne. Troisième élément, manière de faire quelque chose. Faire les choses avec soin. Vous voyez cette expression. Donc, on n'est pas forcément soignant dans le soin. Enfin, on demande à l'être, mais on n'est pas que forcément soignant. Il y a une définition du soin qui consiste à caractériser un acte soigneux, un travail soigné. Ça fait partie des mêmes mots aussi. Et donc là, ça évoque autre chose, c'est le degré de conscience qu'on met dans son travail. Le travail soignant, c'est de la compétence, mais le travail soigné, c'est le degré de conscience, d'implication de soi aussi. Et là, on peut interroger la manière dont nos systèmes de formation ont véhiculé l'idée que pour être un bon soignant, il fallait se protéger de l'autre. Il fallait se protéger de ses émotions, il fallait se protéger du contact, y compris physique ou presque. Vous voyez, parce que ça risquait de mettre en branle des émotions, et que les émotions, par nature, c'est quelque chose qui peut nous déporter, donc on craignait que les émotions ne perturbent l'acte de soin. Et donc on a joué un très mauvais tour aux soignants en leur disant vos états d'âme, vous les laissez à la porte, quoi. Votre vie privée va être chez vous, et une fois que vous arrivez au boulot, en plus, on leur a implicitement dit, finalement, quand une infirmière quitte son service à telle heure et qu'elle est remplacée par une autre, il y a une continuité du service, prétendument une continuité des soins, parce qu'il y a le même référentiel de compétences ou le même profil de poste. Et oui, mais ce n'est pas la même personne. Donc on sait tous qu'il n'y a pas besoin d'être très malin pour savoir qu'on ne remplace pas à l'identique de personnes. En revanche, on remplace à l'identique de robots. Voilà, on est encore dans ce glissement qui est assez délétère. Donc, si on veut s'arrêter à la question du soin, il nous faut garder à l'idée qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une manière de le faire, donc il y a la réalité d'un acte, la manière de le faire avec conscience, et il y a un état d'esprit, on va rejoindre le côté se soucier, l'état d'esprit qui porte sur à la fois l'attention à l'inquiétude, mais l'attention à l'espérance. Et c'est ça qui fait un soignant. C'est tout ça, et pas une partie de soignant. Alors, du coup, ça veut dire que aujourd'hui, on en serait venu à imaginer que cette ancienne phrase « guérir parfois, soulager souvent, réconforter toujours », sous les assauts de la science, ce serait devenu guérir presque toujours, soulager parfois, réconforter si on a le temps. C'est une totale inversion d'un système de valeurs, et donc cette dénaturation de ce qu'est l'acte de soin. Alors, du coup, j'en viens au deuxième thème que j'ai envie de décliner, c'est le thème du don. Hein, on a dit au départ, ces métiers étaient des métiers de vocation. Comme si, pour devenir soignant, il fallait avoir reçu un don de Dieu. Presque, le don, le mot don, dit deux choses. Il dit, en première analyse, non pas, là encore, celle qu'on connaît aujourd'hui dans le registre social, donner de son temps, donner de son argent. En première analyse dans le dictionnaire, le don, c'est avoir une disposition innée, avoir reçu un avantage de Dieu. Voilà. C'est comme ça que c'est aussi défini. C'est-à-dire, le don n'est pas du côté de celui qui donne, mais du côté de celui qui reçoit. J'ai reçu un don. J'ai un don pour la musique. J'ai un don pour la littérature. J'ai un don pour le jardinage, que sais-je. J'ai reçu quelque chose qui n'est pas forcément le fruit d'un enseignement ou d'une éducation. Donc quelque chose qui nous échappe et qui crée notre aspiration, voire notre inspiration. Un talent qui est le prélude à une vocation.
Ou certains pourraient dire, le soin, moi je suis fait pour ça. Voilà. Ça, c'est de l'ordre du don. Mais ce don, aujourd'hui, qui est encore présent chez beaucoup d'entre vous, je l'espère, j'en suis même tout à fait sûr, ce don peut devenir contrarié. Alors, le deuxième sens du mot don, c'est quand vous faites une libéralité, c'est-à-dire quand vous attribuez à quelqu'un quelque chose gratuitement et librement. C'est les deux critères du don, quand vous faites les choses gratuitement et librement. Alors, en tant que professionnel, pas de bol. Votre métier, votre statut de salarié, vous définit juridiquement dans la case des gens qui ne font pas les choses ni gratuitement ni librement. Parce que vous avez un contrat de travail et une rémunération. Le contrat de travail en droit français prévoit un lien de subordination et la rémunération prévoit une contrepartie. Enfin, prévoit quelle est une contrepartie. Donc, pourrait-on dire que les professionnels sont exclus du champ du don parce qu'ils ne font pas les choses librement et gratuitement? Vous vous rendez compte dans quoi ça nous entraînerait, ça? Ça voudrait dire qu'en fait, on ramène là encore l'individu à une chose, à un statut. Et on oublie qu'au cœur de l'individu, il y a une personne, au cœur d'un métier, il y a un sujet, hein, qui a son système de valeurs, qui a sa sensibilité, qui va apporter, parce que Marcel Mauss, en 1925, dans son très fameux essai sur le don, que je vous encourage non pas à lire, mais à lire une recension rapide, parce qu'il ça portait sur l'analyse anthropologique de tribus du bout du monde qu'il avait étudié depuis son laboratoire parisien, hein, parce qu'à l'époque on faisait de la science sans aller trop sur le terrain, mais quand même il a découvert que le don est à l'origine de toute construction sociale. Il a écrit cet essai sur le don en analysant qu'à chaque fois qu'il y a don, il faut qu'il y ait obligation de rendre, dit-il, ce que plus tard il appellera le contre-don, parce que s'il y a don sans possibilité de rendre, alors il y a une violence. Il y a une violence pour celui qui reçoit le don, qui est considéré comme un débiteur, qui se considère comme un débiteur, donc qui se met en dessous de ce généreux donateur, hein, et qui devient une figure instrumentalisée, dévalorisée. Donc, Marcel Mauss nous dit, toutes les sociétés dans lesquelles le don ne permet pas le contre-don, ou la circulation du don, sont des sociétés qui terminent en violence. En violence. Alors, je vais m'aventurer sur une petite illustration, mais puis on va vite tourner la page. Aujourd'hui, une des hypothèses, c'est que nos sociétés développent beaucoup de violence parce que les gens reçoivent finalement pas mal d'avantages, des avantages sociaux, des avantages en termes de santé, des avantages en termes d'aides diverses et variées, et on ne leur demande pas de rendre, ou on ne leur permet parfois même pas de rendre. Le débat est très actuel, il est politique exactement en ce moment. Le Conseil d'État a validé en 2018 qu'on pouvait subordonner l'attribution d'aide sociale à des travaux d'intérêt général, et politiquement, il y en a qui disent non, non, le don doit être gratuit. Ce qui est donné avec un retour, donner c'est donner, reprendre ses volets, vous connaissez l'adage, ne serait pas un don gratuit. Et là, on est dans une idéologie totale que le don gratuit existerait. Et Marcel Mauss a très clairement démontré que le don gratuit, quand il existe, développe de la violence, parce que ça développe de la frustration, le sentiment d'être redevable, et de ne pas pouvoir honorer une dette, et ainsi de suite. Donc, finalement, d'être dévalorisé. Alors du coup, j'en reviens à mon sujet qui est plutôt le sujet des soignants. La question, c'est bien entendu que le soignant est un être de don, puisque c'est un être humain. Donc lui interdire d'être un être de don au cœur de son métier, c'est lui faire violence. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer les conditions pour permettre aux soignants de retrouver cet espace dans lequel il se vit lui-même comme un être de don et pas comme un être de sacrifice. Voilà. Ça va être toute l'attention. Comment repartir sur la générosité du don et non pas sur l'appauvrissement que procure le don. Donc si vous faites, j'en sais rien, moi, des heures sup qui ne sont pas payées, vous avez pouvoir l'impression de vous appauvrir. Mais si vous donnez de votre attention, est-ce que vous vous appauvrissez ? Si vous prenez un soin particulier au cœur de la relation avec la personne et que vous faites plus que ce qui est prévu dans votre fiche de poste, est-ce que vous vous appauvrissez ou est-ce que vous vous enrichissez en enrichissant l'autre ? C'est ça le sujet.
Alors, qu'est-ce qu'on donne? Eh bien, j'ai dit que le métier de soignant, c'est un métier dans lequel il y a de la compétence, mais donner de sa compétence, ce n'est pas un don, c'est un dû. Voilà. Il est indispensable que vous donniez de votre compétence. C'est ce qui fait partie de votre fiche de poste et de votre métier. Donc, ce qui est en dehors, au-delà du dû, ce qui devient dans le champ du don, c'est quand vous donnez quelque chose qui n'est pas prévu. C'est quand il y a une forme de générosité, que quelque chose de vous va au-delà de ce qui est initialement prévu. La question que je la repose, c'est est-ce que quand on donne plus que ce qui était prévu, est-ce que quand on donne plus que le dû, est-ce qu'on s'appauvrit ou est-ce qu'on s'enrichit? Et pendant des siècles, on a considéré qu'on s'enrichissait. Et dans notre société consumériste, aujourd'hui, on a tendance à considérer qu'on s'appauvrit. Si on donne un peu plus de son temps, on va en avoir moins à consacrer à d'autres. Si on donne un peu plus de son attention, on va en avoir un peu moins à consacrer aux autres, et ainsi de suite. Donc la compétence est un dû. Ce qui est un don, c'est la qualité de présence. Et c'est là-dessus qu'il va falloir faire évoluer ou ramener plus exactement les professions de santé. C'est que dans leur métier, il y a quelque chose qui est inestimable et qui ne coûte rien, c'est la qualité de présence. Mais pour accéder à cette qualité de présence, il faut sans doute investir dans le temps, dans la formation, dans la culture des établissements pour que ça devienne dans tel ou tel endroit quelque chose de normal, quelque chose d'évident. Et ça n'est pas un coût, c'est un investissement. La différence d'un coût, c'est que vous perdez de l'argent. Un investissement, c'est que vous en perdez ponctuellement, mais vous allez le récupérer un peu plus tard. Donc comment penser aujourd'hui que les politiques RH dans les établissements de santé, quels qu'ils soient, ont tout à gagner à investir dans le temps relationnel pour récolter un peu plus tard. Et récolter sous quelle forme? Eh bien, sous la forme d'une meilleure qualité de travail effectué, de services rendus, de fidélisation, des recrutements plus attractifs ici plutôt qu'ailleurs, et ainsi de suite. Alors ne comptez pas sur les pouvoirs publics pour vous préparer le terrain. Hélas, il faut qu'ils soient au bord de l'agonie pour réagir en extrême urgence, si j'ose dire. Mais en revanche, quand on trace un portrait assez rationnel de la manière de remobiliser les soignants, si vous vous rendez compte que c'est ça qui leur manque et que vous ne leur donnez pas, vous allez avoir un vrai problème à terme. Donc il n'est plus question de se donner sans compter. Il n'est plus question de sacrifice, joli mot au demeurant qui veut quand même dire faire le sacré et non pas se mortifier. Il n'est plus question d'abnégation, ni même de dévouement, ces mots-là sont aujourd'hui considérés comme obsolètes, mais il est question de ce qu'un sociologue spécialiste de la question du don, qui est un des héritiers de Marcel Mauss, il s'appelle Alain Caillé, il nous parle d'un intérêt désintéressé. Cette expression est intéressante. C'est-à-dire, il nous faut avoir pour les gens qui nous côtoient, ou il vous faut avoir, moi qui ne suis pas soignant, pour les gens que vous soignez, il vous faut avoir de l'intérêt pour vos patients. Mais un intérêt désintéressé. Vous voyez où ça nous conduit? Ça nous conduit à dire je ne compte pas forcément tout. Je peux avoir à un moment donné une forme de désintéressement qui ne veut pas dire que j'ai du désintérêt. Et donc, la relation soignante reste une relation qui est articulée autour de la relation humaine, autour de ce que dans la médecine on a appelé l'alliance. Joli mot aussi, l'alliance, ou bien le colloque singulier, mais l'alliance thérapeutique nous emmène quand même un peu plus loin que le colloque singulier. Et donc là, on remobilise à nouveau un élément de vocabulaire qui vient de loin, qui vient d'un monde spirituel, parce que le soin a quelque chose de spirituel. Même si on n'est pas forcément dans le contexte religieux ou dans le contexte croyant, vous voyez que nos sociétés modernes aujourd'hui souffrent d'une forme de déspiritualisation qui nous assèche tous, qui va nous scotcher sur nos écrans ou dans la tyrannie du faire, ou du performer. Il faudrait toujours faire plus vite. Hein. C'est comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, il faut faire... il court après quoi? Il court après le temps. Eh bien, il y aurait aujourd'hui une urgence à réintégrer cette dimension spirituelle, posons le mot, dans une société républicaine. Parce qu'en fait, c'est celle qui va donner du souffle,
C'est ça le sens premier du mot spiritus, ça va donner du souffle. Et c'est bien de souffle dont on a besoin quand on est tout simplement essoufflé. Quand on est en pré-burnout, quand on n'arrive plus à, quand on a des troubles du comportement, des troubles alimentaires parce qu'on est en saturation, quand on n'arrive même plus à aligner 3 idées et qu'on se met en danger parce qu'on risque de faire des bêtises. Alors les métiers sont en crise, on l'a dit. Donc j'ai traité la question du soin, maintenant la question du don. Maintenant, je voudrais alerter votre attention sur les risques tels que je les identifie de vos métiers. Et puis on terminera sur une vision que j'espère un peu plus positive. Premier risque, on l'a dit, c'est le risque de la technique, c'est le risque de l'interchangeabilité des professions, des professionnels. C'est donc un risque de chosification des personnes, qui va se réaliser parce que la machine prendra la place de l'humain. À un moment donné, on n'aura même peut-être plus besoin de gens pour faire des perfusions ou pour poser des diagnostics. Deuxième risque, c'est celui de la sécurité et des normes, c'est le risque de la bureaucratisation. Et là, on a un système de santé qui, se voulant égalitaire sur l'ensemble du système, piloté, on vient à des excès tellement évidents dans la bureaucratisation. Troisième risque, plus complexe à gérer, c'est celui des exigences du public. Le public, aujourd'hui, est devenu extrêmement exigeant vis-à-vis des soignants, niant que ce sont des êtres humains faillibles. C'est un public de consommateurs. Pardon. Plus ça va vous faire une pause. C'est un public de consommateurs. Baudrillard avait identifié en 1970 dans un de ses livres fameux La société de consommation. À la suite de ça, deux sociologues, Alain Ehrenberg et Hartmut Rosa, l'un est français, l'autre est allemand, ont identifié le culte de la performance. Et l'autre, Hartmut Rosa, a identifié la société de l'accélération. Et donc les deux, analysant l'un la performance, l'autre l'accélération, ont montré que poussées à l'extrême, ces deux données conduisent à une augmentation des addictions, des maladies mentales et à un développement de l'incertitude qui produit ce qu'Alain Ehrenberg appelle des individus incertains. Et plus tard, il va avoir un livre qui l'intitulera « La fatigue d'être soi ». Ce livre est de 1998, on est en 2023. Ça fait 25 ans que Ehrenberg a travaillé le lien entre le culte de la performance, l'individu incertain, titre de son deuxième livre, et la fatigue d'être soi. Et Hartmut Rosa a travaillé ça dans les années 2010-2012, et il arrive exactement aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que le développement des maladies mentales et des taux d'épuisement qu'on a aujourd'hui sont le fruit direct d'une société de la performance qui n'a plus de limite. Donc, le public est lui-même dans cette société de la performance, attend des soignants qu'ils soient performants, qu'ils soient infaillibles, et en veut pour son argent, même si c'est pas lui qui paye directement l'édition dans notre système de santé. Bref, il y a quelque chose d'assez perturbant. Ça va être compliqué de faire évoluer les cultures. Mais heureusement, même dans la vie privée, les gens commencent à saturer de ce culte de la performance, y compris les grands-mères qui n'en peuvent plus de leur agenda sursaturé parce qu'il y a les petits-enfants, il y a les activités associatives. Personne n'est épargné. Même les petits-enfants à l'école commencent à manifester des signes de débordement, et on sait que les taux de dépression et les risques de burn-out pendant les études médicales et pendant les études infirmières sont extrêmement élevés, de l'ordre de 30 à 40%. Donc en fait, ça va appeler une révolution culturelle sur qu'est-ce qu'on attend de l'autre. On va retomber sur des travaux qu'Emmanuel Lévinas a conduits autour de l'altérité, mais il va falloir se reposer dans une société de l'individualisme la question de la relation à l'autre. Ça tombe bien. Emile Durkheim, fondateur de la sociologie, avait identifié dès 1891 que l'individualisme serait le plus grand risque de la société moderne. On est en plein dedans. Vous rajoutez l'individualisme, le consumérisme, qu'avait analysé Baudrillard, et vous avez tous les éléments, la technique, la science, l'infaillibilité, vous avez tous les éléments pour avoir une société qui commence à dysfonctionner sévèrement. Autre risque qui pèse sur les métiers, le coût de la santé. Puisque les gens veulent être absolument bien soignés, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les budgets de recherche et ainsi de suite, mais on a réduit le financement des professionnels.
Et on n'a pas voulu véritablement accompagner cette montée en puissance de la santé par une montée en puissance de la rémunération. Alors même qu'on demandait un niveau d'exigence de plus en plus élevé, un niveau d'études de plus en plus important, et ainsi de suite. Mais en fait, nous voulons la santé, mais nous ne voulons pas qu'elle nous coûte. Donc là encore, grande immaturité, sinon hypocrisie. Et puis du coup, le risque face à l'épuisement des professionnels, mais vous avez bien compris que c'est aussi l'épuisement de la société tout entière, c'est celui de la maltraitance, qui fait aujourd'hui l'objet de prise de conscience, de dénonciation. Je vous passe le scandale Orpea. Vous avez peut-être vu aussi que dans la petite enfance, ça y est, c'est aujourd'hui dénoncé. Un rapport de l'IGAS qui date d'il y a 1 mois et demi pour dire qu'il y a de la maltraitance dans les crèches. Voilà. Autre risque, autre crise, la désertification, parce que là, c'est pas simplement le désintérêt des professionnels, c'est le fait que ça n'a pas été planifié. C'est-à-dire qu'on a absolument géré, on n'a pas géré la pénurie, ou tout au moins on n'a même pas géré l'abondance. En fait, on n'a rien géré du tout, on a géré la préservation du statu quo, à travers le numerus clausus et autres. Et puis arrive le Covid, qui sert de révélateur, parce qu'en fait, là où on découvre dans le Covid l'implication, le dévouement des soignants au point qu'on les applaudit, on découvre juste après qu'ils ne sont pas assez payés, qu'ils ne sont pas assez considérés, on oublie très vite de les applaudir. Et en fait, on croit que le Covid a provoqué quelque chose. En fait, ça a révélé quelque chose qui existait déjà depuis des années, mais que personne n'avait vraiment envie de regarder en face. Donc on est aujourd'hui dans un contexte de baisse d'attractivité des métiers du soin qui est très préoccupant, avec des perspectives à court terme qui ne sont pas du tout encourageantes, parce que ça prend du temps de former des professionnels, et en revanche, des perspectives à long terme que je crois un peu plus encourageantes. Ça veut dire qu'il va y avoir un vrai creux de vague. France Stratégie estime le besoin aujourd'hui à 100 000 infirmières, 100 000 sages-femmes, 100 000 aides-soignantes et 100 000 auxiliaires de vie à domicile. On ne les a pas. Et on ne les aura pas demain, pour des raisons qui tiennent au temps de formation, évidemment. Le CCNE, dans son avis 140, qui a été publié en décembre 2022, donc c'est tout frais, s'alarme du fait que la technique a pris le pas sur la relation humaine. Et donc observe que la souffrance des soignants, c'est un rapport qui porte sur le Covid, que la souffrance des soignants tient au fait que, en particulier pendant la gestion de la crise, eh bien, la relation humaine n'a pas non plus été mise en avant. Et que même les soignants peuvent souffrir de voir à quel point la relation humaine a été détériorée dans les EHPAD quand il a fallu isoler les personnes âgées, les priver de tout contact, avec des syndromes de glissement. Et donc ça n'affecte pas que les personnes âgées, ça affecte les soignants qui se disent « mais c'est pas ce métier-là que je veux faire, en tout cas pas comme ça ». Vous rajoutez là-dessus un contexte sur lequel on aura sans doute encore à débattre pendant des mois, au moins pendant une année, c'est celui d'une possible légalisation, d'une probable légalisation du suicide assisté ou de l'euthanasie, qu'au Québec on intitule « soins de fin de vie ». Donc, donner la mort devient un soin. Et en France, il a été réfléchi, est-ce qu'on ne l'appellerait pas comme ça ? On attend toujours la commission hors Sénat qui doit nous proposer quelques nouveaux noms en remplacement de suicide assisté ou d'euthanasie. Il était prévu qu'on ait tout ça vers le mois de février. On est bientôt au mois de juin, enfin on est déjà au mois de juin, on n'a toujours rien. Signe que c'est quand même assez compliqué, même sémantiquement, comme sujet. Donc, quelle perspective quand on décrit désormais que les métiers du soin incluent l'acte de donner la mort ? Vous voyez, quel renversement ! Donc, peut-être que l'avenir trouvera ça normal, j'en sais rien. Que la mort par compassion, ce serait un soin, encore que je déteste cette expression idiote, mort par compassion, mais bon, on comprend à peu près ce qu'elle veut dire, mais on comprend surtout le degré de déstabilisation qui fait qu'on ne sait pas où on met les pieds aujourd'hui. Alors j'ai fait une enquête avec le Cercle Vulnérabilité et Société il y a 1 an sur l'attractivité des métiers du care, comme on l'a intitulé, et on a constaté, on a déjà interrogé les Français en leur disant « Est-ce que la pénurie de soignants, ça vous inquiète ?» Alors, plus de 90% sont très inquiets, très très inquiets, ça veut dire qu'ils ne sont pas inconscients, ils se rendent bien compte que ça va avoir des petites conséquences sur leur propre santé. Et alors, les chiffres sont dignes d'une république bananière, même s'ils sont alarmants. 95% des Français sont très inquiets pour la qualité de vie des patients. 96% des Français sont très inquiets sur la qualité des soins qui seront prodigués.
94 sur le bon fonctionnement de la prise en charge, 93 sur le bon fonctionnement du système de santé, 93% sur la qualité de vie au travail. Il y en a d'autres, hein, je vous passe parce qu'on va aller vite. Ça veut dire qu'en fait, les gens sont très préoccupés par ce sujet-là. Extrêmement préoccupés. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont prêts à changer quelque chose de leur attitude pour que ça aille mieux? Ça, c'est pas certain. Vu des patients, quand on leur demande comment est-ce que vous regardez les métiers du soin, alors ce sont, pour 97% des Français, ce sont des métiers qui demandent des qualités particulières. Des qualités, pas des compétences. Ça demande des qualités particulières. Ce sont des métiers qui ont beaucoup de sens pour 96% des Français. Il y a une vraie homogénéité. Hein. Donc, il y a homogénéité, il n'y a pas de débat. Ce sont à 93% des métiers insuffisamment rémunérés, à 91% des métiers usants et épuisants, à 89% des métiers de vocation. Donc l'image est encore assez stable. Un chiffre alarme, pour 47% des Français, ce sont des métiers comme les autres. Donc 89% pensent que ce sont des métiers de vocation, 47% pensent que ce sont des métiers comme les autres, qu'on pourrait faire. Voilà. Après, pas forcément en ayant mûri un projet depuis quelques années, mais parce qu'on a une opportunité, parce que voilà, on a une formation qui se présente, un job qui est disponible, et donc en se formant en quelques mois, on pourrait l'occuper, mais on pourrait aussi le quitter au bout de 2 ans ou 3 ans pour faire autre chose. Ça, c'est très nouveau. Cette versatilité autour des métiers du soin. Alors, qu'est-ce qui rendrait ces métiers attractifs? Alors là, il y a une longue liste, donc je vais vous en passer qu'une partie, mais le premier élément d'attractivité, pour plus de la moitié des gens, c'est du temps pour les échanges. Les métiers du soin seraient attractifs si on avait du temps pour les échanges. Ensuite, une reconnaissance humaine et sociale, pas que statutaire, une reconnaissance humaine, philosophique, morale peut-être, et sociale. Ce qui est attrayant, c'est de prendre soin. Ça reste une valeur. Pour la moitié des gens, prendre soin reste une valeur. C'est pas poser un traitement. C'est pas comme ça que ça a été exprimé. C'est prendre soin. Et pour 42% des gens, le salaire est un facteur d'attractivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a interrogé la population générale, et quand on demande à la population générale en quoi le salaire est attractif, à quel niveau vous le mettez dans vos critères d'attractivité d'un métier, on a 69%. Ça veut dire que pour les soignants, le salaire est un critère d'attractivité moindre que pour le reste de la population générale. Ce n'est pas l'argent qui est la valeur première chez les soignants, c'est la relation, la reconnaissance humaine et sociale, et le fait de prendre soin. Donc on est encore sur des métiers qui ont une culture, qui ont une identité assez forte. Ce n'est pas des métiers de consommation, même si on voit que l'intérim se développe très vite et qu'on va le faire comme ci, comme ça, sans forcément s'investir dans un domaine. Au registre des freins, eh ben, parmi les freins, le premier des freins, c'est le salaire. Alors ça, c'est paradoxal, parce que ça veut dire que ce n'est pas le premier critère d'attractivité, mais c'est le premier critère qui pourrait me faire douter ou me faire fuir. Donc on voit qu'on ne peut pas se contenter d'un truc binaire en disant vous avez des super conditions de travail, donc vous pouvez vous permettre d'être moins bien payé, ça ne marchera pas. Non, ne serait-ce que parce que les gens, parce qu'ils ont besoin aussi de reconnaissance sociale, ont besoin de cette reconnaissance à travers le salaire. Ce n'est pas forcément la somme monétaire en tant que telle qui compte, c'est de se comparer au salaire de son voisin ou de sa voisine, ou de son mari ou de son épouse. D'autant plus qu'on a conscience que c'est un métier qui a beaucoup de valeur, morale, humaine, hein. Et donc, pourquoi ça aurait de la valeur dans un registre et pas dans un autre? Aujourd'hui, ça n'est plus tolérable dans la population de travailler pour un salaire de misère. Les freins, c'est le manque de moyens pour faire son métier. C'est le deuxième frein. Et le troisième frein, c'est la pénibilité, l'usure ou le risque de devenir maltraitant. Vous voyez, les gens disent qu'ils ont envie de bien faire leur métier. Pour ça, il leur faut un salaire pour avoir de la reconnaissance, et puis un peu de confort, et des vrais moyens pour travailler. Et alors, arrive beaucoup plus bas, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. On entend beaucoup ça aujourd'hui, dire que les gens cherchent un métier parce qu'ils veulent un métier qui respecte leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ça concerne 63% de la population qui veut désormais un métier qui respecte cet équilibre.
Et bien dans les métiers du soin, ça concerne 18% de la population. Donc dans les métiers du soin, il y a encore cette idée qui reste que si vraiment j'ai des satisfactions profondes dans mon métier, je peux accepter que ma vie privée et ma vie professionnelle soient un peu impactées diversement. Je peux accepter ça, mais à condition qu'on me donne, et on rejoint la thématique du don, qu'on me donne les moyens de bien travailler, que je reçoive des gratifications, des satisfactions dans les registres qui comptent pour moi, et on a vu que c'était surtout d'abord le registre relationnel. Donc ça me fait dire que ces métiers sont quand même pas complètement renversés, qu'il reste une culture du soin et qu'il suffirait pas forcément de changer grand-chose pour réattirer des gens. Sauf que les métiers qui attirent aujourd'hui sont plus les métiers de l'accueil, les métiers, par exemple, d'animateur en EHPAD, qu'on va mettre dans les métiers du soin, même si c'est plutôt des métiers du social, mais on les met dedans. Les métiers de manager, ça attire. Le métier d'animateur, 50% des gens peuvent se dire attirés par ces métiers. Manager, 45%. Ce ne sont pas des métiers en contact direct avec les patients, c'est ça qui est très troublant. Alors que le métier de médecin, 18% seulement aujourd'hui, on aurait envie d'exercer le métier de médecin, vous vous rendez compte. Il y a 50 ans, c'était la panacée, c'était le métier du notable, c'était le métier c'était la réussite sociale d'être médecin. Aujourd'hui, 18% ont envie d'être médecin et 23% ont envie d'être aide-soignante ou infirmière. Quel effondrement. Mais ce qui ressort, c'est que finalement, les métiers où il y a une place pour la relation, animateur, accueil, ainsi de suite, eux sont valorisés. Pourquoi ? Parce qu'on considère désormais que les métiers de médecin, d'aide-soignante ou d'infirmière sont des métiers non pas de la relation, mais de la technique. Point barre. Donc on reboucle sur l'idée que c'est la relation qui nourrit. Je vois que le temps file, et donc il faut que je termine pour vous dire en fait que, à travers la question du don, il n'y a pas simplement ce qu'on a reçu, le don initial, la vocation, l'intuition, l'appel. Il n'y a pas non plus simplement ce qu'on donne aux autres, parce qu'aujourd'hui, ces métiers du soin, on l'a dit, sont des métiers de don, et donner est un facteur de valorisation, et savoir qu'on a donné quelque chose qui convient à l'autre est un facteur de valorisation. Il y a aussi ce qu'on reçoit. Et donc ça, c'est beaucoup plus nouveau, c'est la manière dont les soignants, on doit prendre en considération comment ils sont nourris. Alors, quatre niveaux de nourriture, au même titre que la souffrance globale. La souffrance globale est définie comme une souffrance corporelle, physique, psychologique, sociale et spirituelle. Les soignants étant des êtres humains comme les autres, ils ont besoin d'être nourris physiquement, psychologiquement, socialement et spirituellement, sinon ça va pas. Ça va pas. Alors, nourris physiquement, c'est le statut, c'est le salaire. Nourri psychologiquement, c'est la reconnaissance sociale, c'est l'estime de soi. Nourri socialement, c'est là aussi la considération, d'une manière générale. Les relations sociales avec les collègues, avoir le temps de la relation avec les collègues. Et nourri spirituellement, c'est qu'est-ce qui vient nourrir notre âme ? Qu'est-ce qui fait qu'on est revivifié ? Qu'est-ce qui fait qu'on vient avec de la joie au cœur au travail ou bien avec une enclume ? Et ce qui nourrit l'âme, c'est pas simplement le sens philosophique, c'est la sensorialité. C'est prendre du plaisir, c'est être dans des lieux qui sont beaux, c'est pouvoir toucher les gens, parce que c'est comme ça qu'on sait aussi qu'on est vivant, c'est quand on se touche les uns les autres, parce que sinon on se voit vivant mais on ne se sent pas vivant. Et donc réhabiliter l'expérience sensorielle au cœur de la posture du soignant. Réhabiliter la question du sens. Et je l'ai dit à travers le sens, mais à travers les sens. Réhabiliter l'idée que le soignant, quand on lui demande de se protéger derrière sa blouse, on la sèche. On est en train de le tuer en faisant ça. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est lui donner la possibilité d'entrer en relation, mais lui donner aussi les outils pour qu'il sache gérer la relation, qu'il sache poser des limites et ne pas se faire dévorer par la relation, qu'il sache vivre ses émotions sans être totalement annihilé ou embarqué dans le flot de ses émotions, qu'il sache gérer l'attachement, mais aussi le détachement. Parce que si vous ne savez pas vous détacher, vous ne prendrez pas le risque de vous attacher. Et donc la relation soignante ne sera pas de même nature. Donc il y a toute une manière de repenser toute l'instruction, la formation des soignants. Aujourd'hui, tiens, je vous prends une petite question. Est-ce que vous vous sentez, question idiote, mais alors vraiment idiote,
est-ce que vous vous sentez dans votre vie plutôt crustacé ou plutôt vertébré? C'est pas parce qu'il est tout à fait l'heure de dîner que vous faites ce table déjà. Est-ce que vous sentez crustacé ou vertébré? Il y a des différences entre le crustacé et le vertébré. Vertébré plutôt. Le Vertébré. Plutôt vertébré, oui, et oui, parce que le crustacé, c'est celui qui met sa carapace à l'extérieur, à l'intérieur tout est mou. Hein. Et quand les parties vives, molles, grandissent, la carapace ne grandit pas avec lui, le homard, prenons l'exemple du homard, et donc il est obligé de s'arracher de sa carapace et il se met en danger. Et sa carapace, si il reste dedans, va l'étouffer, va l'enfermer. Alors que le vertébré, c'est celui dont le squelette grandit, dont la partie sensible à l'extérieur est donc exposée à un certain danger, mais aussi à la saveur, au toucher, à la relation, au chaud, au froid, à l'humidité, aux échanges gazeux. Donc il est en interaction, il est vivant. Et quand son squelette grandit, sa peau grandit avec. Donc il n'est pas obligé de s'arracher sa peau pour grandir. Aujourd'hui, on a voulu faire des soignants des crustacés. Et oui, on vous a dit, blindez-vous. Et donc, au bout d'un moment, c'est devenu trop étroit, quoi, cette carapace. Parce que le soin est quelque chose qui vous emmène plus loin que ça. Donc, comment redevenir, non pas des crustacés, parce qu'il faut au contraire s'en dissuader, ni des invertébrés, parce que ça, c'est du liquide. Il n'y a plus de compétences, il n'y a plus de matière dans l'invertébré, même si on nous dit que la méduse a plus de chances de survivre au réchauffement climatique que l'être humain. Hein. Mais comment redevenir des vertébrés? Mais vous avez remarqué qu'on est tous habillés. Personne n'a eu l'idée saugrenue de venir tout nu. Ça veut dire quand même qu'on s'habille. Ça veut dire quand même qu'on met quelque chose entre nous et l'autre pour apprendre la relation. Et puis, de temps en temps, on va enlever nos vêtements pour savourer la mer quand on se baigne dedans, ou la relation amoureuse, ou le câlin avec un enfant, que sais-je. Mais c'est ponctuellement, de manière choisie, discernée, qu'on va retirer nos vêtements. Mais nos vêtements ne font pas de nous des crustacés. Ils font de nous des êtres vivants vertébrés qui apprenons à rentrer en relation avec l'autre, avec discernement. Sauf que la blouse du médecin, c'est comme la carapace du homard. Et elle a beau être légère, en fait, c'est un obstacle presque infranchissable. Donc ça aussi, comment est-ce qu'on repense l'art du soin, non pas autour de la peur de la relation, mais autour de la manière de mobiliser la relation au bénéfice et du patient et du soignant, de sorte que le soignant se sente nourri de l'intérieur. Et donc, à partir de ça, on sait que, alors ça, je vous renvoie à des travaux, mais vous irez voir en ligne si ça vous intéresse, avec le cercle vulnérabilité et société, on a montré en quoi le partage des vulnérabilités, on l'a démontré, hein, on ne va pas juste théoriser, en quoi le partage des vulnérabilités est la richesse de la société, parce que c'est là qu'on est inventif. Et donc, si le soignant est interdit de partager sa vulnérabilité, soit avec les patients, soit avec les familles, soit avec ses collègues, s'il n'y a pas des groupes de parole, s'il n'y a pas des groupes d'entraide et ainsi de suite, eh bien, on ne lui permet pas d'expérimenter sa vulnérabilité, on le prive de sa créativité, on l'isole, on l'assèche, et au bout d'un moment, soit il s'en va, soit il est détruit. Donc tout ça, c'est très mécanique en fait. Ça serait beaucoup plus simple à régler. En guise de conclusion, vous comprenez que la relation soignante repose encore aujourd'hui et toujours sur l'alliance. L'alliance avec les patients, l'alliance avec les collègues, l'alliance avec une culture d'établissement. Faire alliance, c'est-à-dire trouver sa place dans une relation qui soit vivifiante de part et d'autre, qu'il faut à la fois veiller à ses conditions d'exercice matériel, son salaire, son statut, ses conditions de travail, avoir les moyens, qu'il faut aussi veiller aux valeurs, à entretenir les valeurs dont il pourra être fier, et il faut lui permettre de vivre la relation humaine, parce que c'est celle qui va le vivifier. C'est même la seule chose qui va le vivifier. Donc il nous faut évidemment prendre soin des soignants. Moi, en tant que patient, je préfère un soignant en bonne santé, personnellement. Ça me réconforte. Il faut prendre soin de soi en tant que soignant. On peut aussi, et c'est les tendances très fortes aujourd'hui, impliquer les patients dans la réflexion soignante, hein, le fameux patient expert, mais aussi les sujets autour de la pair-aidance. On vient de publier une note autour de ça, là, il y a une semaine. Je vous invite à aller regarder la pair, P-A-I-R, aidance,
vous allez comprendre tout de suite ce qu'est la pérédance, c'est l'exemple des alcooliques anonymes. 1935 aux États-Unis, on comprend qu'un alcoolique sera d'autant mieux aidé par un autre alcoolique qui soit sorti ou pas de son trou, de son addiction. Et c'est pareil pour les femmes qui ont un cancer du sein, elles sont quand même très bien aidées par des femmes qui ont un cancer du sein. Et c'est pareil pour les personnes en deuil, elles sont très bien aidées par les personnes en deuil. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer le patient dans la réflexion soignante pour aider le soignant à trouver les meilleures solutions. Et donc là, on reconstruit une collégialité qui intègre pas simplement les collègues, mais les personnes d'une manière générale. Et voilà ce que je peux vous dire en conclusion. Vous avez compris qu'il faut pouvoir préserver le don qu'on a reçu, que ça reste un métier de vocation et pas un métier qu'on vient faire parce que la porte était ouverte et puis on verra plus tard. Ne pas se sacrifier, ne pas laisser ses énergies être dévorées, donc ne pas être dans le don gratuit, unilatéral, absolu de soi, parce que ça ne produit rien de bon. Veiller à être nourri, c'est-à-dire à recevoir des dons soi-même, que les gens vous fassent le don du temps, à vous écouter, à vous soutenir, à vous accompagner, que les institutions vous permettent de bénéficier de ce don-là. Et il me semble, enfin j'en suis même absolument sûr, qu'il y a peu de métiers, voire pas de métiers, qui puissent offrir tout cela en même temps et qui conservent la même part de noblesse. Voilà, je souhaite maintenant qu'on puisse échanger entre nous. Merci. On peut faire circuler un micro, ça va peut-être plus simple pour s'exprimer, surtout tout au fond. Alors, merci Tanguy pour ce super survol, avec beaucoup d'enjeux qui sont notés. Je me suis permis d'enregistrer. Oui, bien sûr. Bon, je pense que certains sont peut-être intéressés pour reprendre tous les thèmes. Toutes les autorisations pour mettre en ligne si des gens veulent écouter ça sous une forme ou sous une autre. Au contraire, plus ça circule et plus c'est bénéfique. Enfin, je crois. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un très grand enjeu entre les tensions actuelles et le temps dont disposera chaque soignant pour arriver à retrouver effectivement l'ensemble des qualités de ce métier, du don qu'on veut faire. Alors, je vous laisse poser des questions. Je vous passe le micro si vous levez la main. Oui, c'est vrai que vous parliez qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a beaucoup de soins techniques qui sont faits, mais on se rend compte aussi que avec les médecins, par exemple, maintenant c'est beaucoup la technique qui compte et que en fait, finalement, il n'y a plus cet examen du corps, que ça manque parce qu'après tout, la technique ne montre pas tout et que on peut se trouver avec ça pourrait être une tumeur quelque part et que ça va passer absolument inaperçu. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même un risque et puis qu'en plus, les malades ont besoin justement d'une relation qui ne soit pas technique seulement avec les médecins. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même assez... Enfin, ça se voit facilement. Mais moi, je regrette. Oui, merci Mesfer. Je trouve que, d'abord, on va tous le regretter. Il y a un point qui est essentiel, c'est que la technique n'a pas d'intuition. Et dans le métier de soignant, fondamentalement, il y a de l'intuition. Donc même si les études scientifiques aujourd'hui brutales disent qu'un ordinateur est capable d'identifier une pathologie avant que le médecin la détecte, ça c'est des analyses qui sont tendancieuses parce qu'elles visent à valoriser surtout l'ordinateur. Voilà. Mais combien de témoignages de gens qui disent que c'est par la palpation que leur médecin a perçu quelque chose. Alors ça interroge sur la désertification médicale qui va faire que de plus en plus les consultations vont être en téléconsultation. Alors, je ne sais pas très bien comment l'ordinateur va pouvoir palper. Mais deuxième élément, il y a donc la palpation directe, mais il y a aussi l'intuition. Et ça me semble être un élément qu'il faut conserver absolument. Et l'intuition, ça ne s'explique pas scientifiquement. Mais combien de fois les médecins ont du flair, se disent
Il y a un truc qui ne va pas. De la même manière, pourquoi est-ce que les patients ne sont pas invités à déployer leur intuition sur leur propre état de santé? Donc je vous rejoins dans le constat de l'inquiétude. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut arriver à faire comprendre à nos têtes de bureaucrates que la présence humaine a quelque chose d'absolument décisif. Oui, attendez, on va vous donner un micro parce que comme ça, on sera sûr de bien vous entendre. Généralement, c'est quelque chose qui se passe bien. Oui. Je suis formatrice, avant j'étais infirmière, je suis formatrice et c'est vrai qu'on a de la difficulté à faire comprendre aux élèves toutes ces dimensions du soin. Oui. Et donc là, on a lancé donc un cours commun et on leur dit de mettre du sang dans leurs actes. Et en fait, ils sont confrontés. Donc au départ, ils entendent, ils sont très enjoués parce que oui, je vais devenir un super soignant. Et voilà. Ils ont une petite cape de Superman et Superwoman. Le résultat qu'on retrouve, nous, au retour de stage, c'est qu'en fait, on a des élèves complètement désabusés. Parce qu'ils essayent de donner ce temps, et on leur dit, mais tu sais, on n'a pas le temps. On a besoin à faire. Et en fait, ils reviennent, et puis ils me disent, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais c'est du pipeau, quoi. C'est du monde de bisounours que vous nous donnez. Alors, on essaie de les remotiver en disant, on essaye de vous donner du 200%, pour qu'arriver sur le terrain, vous donnez du 100%, parce que si on vous donne du 100%, arriver sur le terrain, vous aurez du 40%. Et les gens attendent effectivement du 100%. Et je ne sais pas comment, en vous écoutant, franchement, si vous voulez dire à l'IFAS, moi je vous prends. C'est faire comprendre les choses. Alors au départ, ils l'entendent, mais après, ils sont confrontés à la réalité qui est hyper violente. Oui, j'ai constaté ça à plusieurs reprises, hein, ce risque de désabusement, comme s'il y avait une fausse promesse, comme si on leur tenait une promesse et que le terrain ne permet pas de l'honorer, cette promesse. Alors ça, c'est vraiment très très dur, parce qu'il faut pouvoir les inscrire dans la durée. J'interviens dans certains IFSI, et alors moi j'ai des cours sur les sujets qui sont les miens, notamment sur l'accompagnement de la souffrance spirituelle, entre autres. Et donc, je vois des étudiantes en 3e année de sciences infirmières qui viennent me voir en disant, vous croyez que, parce que l'année prochaine, en fait, nous on flippe comme des malades, il va falloir qu'on soit au taquet, Et je leur dis, écoutez, au moins, vous aurez entendu quelque chose, et peut-être que dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, il y a un truc, n'oubliez jamais que c'est quand même ça votre métier. C'est d'intégrer cette dimension humaine, cette dimension spirituelle. Alors peut-être qu'au début, ça va être dur. Voilà, parce qu'au début, il va falloir rentrer à fond. J'ai parlé tout à l'heure de court terme et de long terme. Je ne pense évidemment pas que l'institution soit capable de changer, sauf ponctuellement dans tel ou tel site ou telle culture, mais globalement que le monde du soin soit capable de changer en moins de 10 ans. Voilà. Mais il changera. Il changera parce qu'il sera porté par des êtres humains qui ont soif de donner du sens à leur métier. Il changera parce qu'il sera porté par des patients qui voudront la relation. Je crois sincèrement que plus le monde devient dangereux d'un point de vue virtuel, plus l'être humain n'étant pas suicidaire, nous allons avoir soif, et désespérément soif de la relation. Donc, il y a un creux de vague. Je ne sais pas comment, vous voyez, je ne peux pas répondre clairement à votre question parce que je ne sais pas comment on fait pour donner aux gens la persévérance, voilà, le non-découragement, la combativité. Je crois que c'est les soignants qui vont changer le système. Hein. C'est-à-dire, c'est par leurs exigences, s'ils ne sont pas découragés, que le système s'adaptera. Parce que le système a besoin des soignants plus que les soignants n'ont besoin du système. Alors après ça, je suis un incorrigible idéaliste, optimiste. Voilà. J'ai quand même dit que dans le soin, il y avait de l'espérance, hein, il y avait du songe. Il y avait du songe. Il faut rêver le monde du soin de demain. Et pas se décourager du monde du soin d'aujourd'hui. Ça n'est pas une réponse. Hein. Merci Tanguy. Une petite réflexion sur justement comment vivre cette relation authentique.
Je ne crois pas que tu as abordé cette notion-là, mais cette notion aussi du risque dans le don. Oser la rencontre avec l'autre, oser, si on est en entretien avec un patient, à un moment qui serait opportun pour lui, donc vraiment son kéros à lui, et qu'on est dans ce chronos de cette journée séquencée entre des transmissions et des staffs variés, des tâches peut-être aussi de ménage, des tâches administratives qui doivent être. Mais cependant, peut-être oser le risque de se dire, bah non, ce moment-là, je le partage avec le patient, il y a quelque chose qui se joue là entre nous. Et ben j'ose décaler de 10 minutes cette tâche que j'avais à faire. Et je pense que c'est en étant des résistants et en osant justement, en prenant cette audace-là, qu'on reprendra goût aux soins, on retrouvera cette sublimation du soin et on peut aussi la diffuser dans l'équipe. Donc vraiment cet appel au risque et à la résistance. Donc voilà mesdames, du service. Je te rejoins tout à fait. Je pense que le soin est une subversion. C'est pas un conformisme, le soin. C'est pas un métier pour gens frileux. C'est un métier pour gens qui ont une haute idée de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que la responsabilité humaine, de ce que c'est que la rencontre. Alors cette haute idée, elle peut s'instruire, elle peut se construire pendant la formation, et c'est là où on peut leur donner sur fond de ce don initial, de cette vocation initiale, conforter les gens dans l'idée qu'ils sont en fait pas des gens de service, sont des combattants, modestement, hein, chacun, on va pas prendre comme des pancartes et ainsi de suite, mais sont des combattants parce que ce sont des gens qui s'engagent pour faire exister un modèle. Donc chacun à sa mesure porte le modèle tout entier. Alors il ne faut pas intimider les gens non plus, parce qu'une aide-soignante pourrait dire mais c'est pas mon métier, ça. Mais si, en fait, c'est son métier. Son métier, c'est de faire vivre. C'est pas de séquencer, c'est pas d'enfermer. Alors la deuxième chose que tu évoques, c'est celle du risque. Alors j'entends prendre des risques pour faire bouger le système, j'ai entendu aussi prendre les risques de la relation. Et donc là, ça s'expérimente une relation. C'est pas avec une boîte empty qu'on va dans la relation. Et le risque de la relation doit être absolument corrélé au bénéfice de la relation. S'il y a du risque sans bénéfice, personne ne va là-dedans. Donc il faut qu'il y ait ce bénéfice, c'est-à-dire il faut qu'il y ait ce retour sur relation. Ce plaisir d'avoir passé du temps avec les gens, parce que ça nourrit. En fait, l'être humain n'est pas idiot, il ne s'appauvrit pas spontanément, il se nourrit, il cherche à se nourrir. Et donc, si les soignants, on leur donne la possibilité de vivre des relations qui les nourrissent, alors ils prendront le risque, mais il faut que ce risque soit aussi encadré avec de l'éthique, avec des principes, avec de l'accompagnement pour ne pas exposer à la relation qui peut brûler des gens qui seraient démolis. Ce matin, donc j'y ai fait référence tout à l'heure, j'ai été accompagné cette amie dans cette consultation d'oncologie digestive. Il était, lui, au départ, assez tendu. On a pris le temps de discuter. Je lui ai dit, écoute, il y a un truc qu'il faut que tu commences à faire, parce qu'il faut faire ça avec tous les soignants, c'est les remercier, mais les remercier sincèrement. Parce qu'elle est peut-être en situation d'inquiétude, elle va peut-être annoncer des mauvaises nouvelles, elle est peut-être sur la défensive, et puis elle a sa journée à elle, avec l'enchaînement des consultations. Donc, commence, toi, c'est ta responsabilité de patient de créer la relation avec le soignant. Et il l'avait déjà vu une première fois, ça avait été un peu abrupt, un peu froid. Et puis là, d'emblée, il a mis ça. Et donc, les patients peuvent vous aider, s'ils sont suffisamment bien informés, que c'est leur intérêt, à rentrer dans la relation. Et à rentrer dans une relation qui sera plutôt apaisée. Résultat, elle s'est mise en difficulté, j'en viens à ton troisième point, parce qu'elle a pris une demi-heure de retard dans sa journée, mais quand on l'a remerciée pour le temps qu'elle avait pris, elle a dit, mais ça m'a fait du bien. Voilà. Donc je pense que là, on a des micro-laboratoires qui nous montrent un peu une voie qu'on peut suivre. Ça veut dire qu'après, elle va être en difficulté pour rattraper le temps de sa journée. Mais même si elle devait terminer une demi-heure plus tard la fin de sa journée, si la demi-heure qu'elle a pris et qu'il a mise en retard a été une nourriture, ça ne sera pas 20 pour elle. Ouais, ça ne sera pas 20. Donc après, tu poses aussi la question du kairos et du chronos. Là, c'est une question existentielle presque. Hein. C'est-à-dire que notre vie, on a une responsabilité, c'est d'honorer un engagement. Et donc ça, on est dans le chronos, il faut accomplir les tâches. Mais on a aussi une nécessité impérieuse, c'est d'habiter l'instant présent. Voilà.
Et donc le kairos du patient, c'est peut-être aussi le kairos du soignant. Et d'une manière générale, il y aura toujours des situations presque ingérables, difficiles, insolubles, parce qu'on n'est pas dans la science exacte, on est dans l'humain, et donc il va falloir s'ajuster. Et donc c'est pour ça que la question de l'éthique est fondamentalement, non pas la question de la justesse, de trouver la posture juste, mais l'ajustement, d'être capable, dans la journée, de s'ajuster en fonction des circonstances. Ça demande beaucoup de fluidité et beaucoup de maturité intérieure. Et juste ce que tu décris très bien, l'épuisement qui n'est pas la fatigue du juste. Hein. Quand on aura la satisfaction du travail accompli avec la gratitude, la journée, on déplace des montagnes et on repart le lendemain le pied léger. Oui, exactement. Merci parce que tu mets des mots sur ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire j'ai une activité qui est très enchaînée et quand je me pose, j'ai l'impression d'être fatigué. Et quand je viens rencontrer des gens comme vous ce soir, eh ben ça me galvanise et ça me dit que ce que je fais a du sens. Ouais. Donc merci, c'est la fatigue du juste. Enfin, voilà, je m'autorise à me penser juste, pardon. Bonsoir Monsieur Châtel, merci de nous donner de votre temps. Avec joie. Pour venir prendre soin de nous. Ouais. Donc c'est notre tâche quotidienne. Je me disais, est-ce que en écoutant votre présentation, est-ce qu'on risque pas d'être en tant que soignant, médecin, est-ce qu'on risque pas d'être dans une attente trop importante vis-à-vis de l'institution, d'un établissement, de dire je vais attendre que ça change. Et je me disais, dans quelle mesure est-ce que dans notre travail d'équipe, on a la chance de travailler en équipe, de quelle manière on pouvait aussi prendre soin des uns des autres, et aussi dans cette dimension très intérieure, en fait, de prendre soin aussi de la relation, de ce qui fait sens pour nous, finalement de prendre comme mission, peut-être chacun, de prendre soin des uns des autres au sein d'une équipe, pour continuer à bien prendre soin des autres patients après. Ben vous soulignez trois niveaux qui sont parfaitement complémentaires. L'idéal, c'est que chacun puisse prendre soin de soi dans la manière de se nourrir intérieurement, psychologiquement, spirituellement, affectivement, intellectuellement, prendre soin de soi. L'idéal, c'est d'être dans un environnement où on est en confiance avec les autres, de sorte que, à mesure que les autres prennent soin de moi, je prends soin d'eux, et c'est ce qu'on appelle faire société. L'idéal, c'est d'être dans un système qui ne soit pas maltraitant, mais qu'au contraire, qui prenne soin de nous, parce qu'il en bénéficie. Quand il prend soin de ses membres, il en tire une valeur ajoutée. La difficulté se pose quand il y a un de ces trois éléments qui manque, voire les deux, voire les trois. Alors, est-ce qu'on peut compenser ? Est-ce qu'on peut compenser la maltraitance institutionnelle par un surcroît de vie intérieure pendant un certain temps ? Est-ce qu'on peut compenser l'absence de confiance avec des relations concurrentielles, voire conflictuelles au travail, par un surcroît de vie intérieure ou par un environnement qui serait, lui, bienveillant ? Ouais. Sans doute. Mais l'idéal, c'est d'essayer de poser, à mon avis, la réflexion devant tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde a avantage, bénéfice à ce que le soin soit le logiciel commun. Voilà. Aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on serait capable de dépasser les logiques individualistes, y compris dans les trajectoires professionnelles. Donc tout ça, à mon avis, ne peut se désamorcer que par la parole. Une parole sincère, et qui dit la parole, dit avant la parole l'écoute. Donc on sait à quel point c'est l'écoute qui transforme le monde, c'est pas la parole en vrai, sauf d'une manière biblique peut-être, mais en tout cas c'est d'abord l'écoute dans nos registres à nous. Donc il me semble qu'aujourd'hui, si nous ne réintroduisons pas un vrai temps d'écoute, un vrai travail d'écoute à travers des groupes de parole, à travers pas simplement des groupes d'analyse de pratique qui sont au demeurant très importants, mais des lieux où on peut exprimer ce qui va bien, ce qui ne va pas en soi, quelles sont nos attentes, quelles sont nos ambitions, si on ne fait pas ça, eh ben, on n'optimise pas la possibilité que le soin soit le logiciel commun ou la sève commune. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
par Oui. rapport à l'écoute, justement, dans la Bible, il est dit que la première parole de Dieu, c'est écoute. Shema Israël. Voilà. Écoute Israël, ça veut dire tais-toi Israël, tu parles trop. C'est ça ce que ça veut dire selon moi. Oui. Et aujourd'hui, je rebondis là-dessus parce qu'on est quand même dans une société qui est une société du savoir. Et donc on prétendrait que avant d'entendre, il faudrait déjà se précipiter sur le fait de diffuser ce qu'on croit savoir. Et en fait, le rôle du médecin, puisqu'on parlait de palpation tout à l'heure, c'est de commencer par ne pas savoir. Et donc de se mettre à l'écoute de ce que dit le corps, par exemple. Mais vous voyez à quel point, dans un monde où les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, et j'en fais partie, peuvent mettre assez facilement des écouteurs dans leurs oreilles. Alors tout à l'heure, j'étais content parce que le train était extrêmement bruyant, mais dès lors que ça devient une forme de réflexe, ou dès lors qu'on se précipite sur la distraction pour meubler nos temps de silence, voire nos temps de vide, il y a quelque chose de renversant, voire de révolutionnaire, que de réinjecter l'écoute et le silence avant l'action. Il va falloir quand même, alors peut-être qu'on va y arriver, parce que je crois que l'être humain, au bout d'un moment, quand il a épuisé les voies de la distraction, je vous prends une petite anecdote, en ce moment j'ai un enfant qui me pose quelques difficultés, qui est un post-ado, et qui était, comme beaucoup des enfants, totalement sur ses écrans. Il a beau avoir 19 ans, je lui ai pris son ordinateur, je lui ai pris son téléphone. Alors il m'a regardé comme si j'étais un monstre, un despote mal éclairé. Et au bout de 5 ou 6 jours où il a épuisé la collection de BD, il est sorti de sa chambre en disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dans le jardin ou aider dans la maison ?» Passer par l'ennui. J'ai trouvé que finalement, la meilleure pédagogie que j'avais pu lui proposer, c'était de retrouver l'expérience de l'ennui et donc le goût de peut-être faire quelque chose. Il écoute, quoi. Je vous raconte ma vie. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Je crois qu'il est 21h05, sinon. Ça n'est pas une incitation à retenir ces questions. Hein. C'est une incitation à les libérer, au contraire, avant qu'on ne se dise bonsoir. Voilà, j'ai bien fait de préciser. Ce serait une question pour un ancien bénévole en soins palliatifs, dans l'accompagnement. Il y a quand même des situations où... Levez le micro, parce qu'à mon avis, c'est juste que c'est... Comme ça, c'est mieux? Ouais, je pense. Moi, j'ai pas beaucoup d'heures de vol derrière moi en soins palliatifs, mais il y a quand même des situations où on pourrait se dire assez satisfait de la prise en charge, avec des douleurs qui sont quand même correctement soulagées, etc. Et pour autant, on a quand même souvent des patients face à nous qui sont dans une souffrance spirituelle. J'ai beaucoup aimé vous entendre parler de ça, de l'angoisse du vide, je suis au bord du gouffre, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Toutes ces questions qu'on ne s'est pas forcément posées dans une... On n'est pas formé à ça spécialement en tant que soignant, et même de formations qui ont pu m'être proposées. Vous qui avez accompagné des gens pendant 15 ans, comment vous avez pu répondre ou tenter d'essayer de répondre à ces questions, à ces angoisses qui sont majeures, je pense, quand même? On va consacrer ce sujet-là à la journée de demain, parce que c'est un sujet sur lequel je me sens incapable de répondre en une phrase. Malgré tout, je vais quand même essayer de vous apporter des éléments de réponse. Quand j'ai commencé le bénévolat en soins palliatifs, ça a été ma question de départ. C'était de me dire, moi, en tant que bénévole, je me sens pas très outillé pour la question de la souffrance spirituelle, parce que j'imaginais que je pourrais être témoin de souffrance spirituelle et qu'il n'y avait pas que les aumôniers qui allaient être appelés, et voilà, que c'était pas aussi organisé que ça. Et donc, on m'a répondu, pas de prosélytisme dans mon association. Et je leur ai dit, je suis pas en train de vous demander ce que je fais de mes croyances, je suis en train de vous demander comment j'accueille les croyances ou les non-croyances ou les errements ou les inquiétudes des autres. Et on m'a répondu, pas de prosélytisme. Et donc là, il y avait clairement l'idée que c'était un sujet qui n'était pas du tout pensé. C'était en 2001, et je constate qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'endroits où on pourrait encore me faire la même réponse. Alors du coup, ça m'a amené, moi, à comprendre que, finalement, j'étais pas si confronté que ça à la souffrance spirituelle. Je la constatais pas si souvent que ça. Peut-être que je me faisais des idées. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est parce que moi-même, je me trompais. J'attendais la souffrance spirituelle sous une forme qui aurait été pseudo-religieuse.
Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Enfin, quelque chose que m'aurait fait penser, parce qu'il y avait un espèce de vocabulaire religieux, que c'était de la souffrance spirituelle. Et du coup, j'ai réinterprété tous les accompagnements que j'ai faits, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient certainement en souffrance spirituelle, mais je ne l'avais pas vu. Parce que leur inquiétude était d'un autre ordre. Leur inquiétude était autour de leurs enfants, peut-être, autour du sens de leur vie. Ça, c'est déjà, on peut l'imaginer, que c'est plus spirituel, mais leur inquiétude, c'était peut-être tout simplement parce qu'ils se sentaient désespérément seuls. Parce que le fait de ne plus être capable de marcher, c'était pas juste un problème de motricité, c'était que qui suis-je quand je ne peux plus utiliser mes jambes? Le fait de perdre la mémoire ou d'avoir une maladie dégénérative, quelle est encore ma valeur en tant qu'être humain? Est-ce que j'ai vécu toute cette vie pour en arriver là? Bref. Et puis d'autres qui pouvaient avoir une souffrance spirituelle parce qu'ils ne pouvaient plus s'engager dans les tâches qui étaient les leurs. Il y a des gens qui avaient des engagements associatifs extrêmement forts, très signifiants pour eux, et puis les voilà malades, ils ne peuvent plus honorer leurs promesses, et ainsi de suite. Donc finalement, je me suis rendu compte que la souffrance spirituelle est beaucoup plus présente que sous les formes sous lesquelles on l'attend. Et donc ça m'a ouvert les yeux, et à partir de ça, j'ai commencé à la voir beaucoup plus souvent, et j'ai commencé même à la voir tout le temps. Parce que je n'imagine pas qu'on puisse mourir sans avoir une forme de souffrance spirituelle, ce qui ne veut pas forcément dire un effondrement spirituel, une détresse, mais il y a un questionnement. Et parce que la souffrance spirituelle, en fait, on la nomme mal. C'est pas une souffrance, c'est un questionnement qui peut faire souffrir. Et ce questionnement, il demeure jusqu'au dernier souffle. Et chez les gens croyants, chez les gens non croyants, parce que jusqu'au dernier souffle, peut-être que c'est ça qui me permet de résumer un peu la souffrance spirituelle, c'est que j'ai vu des gens pendant des années qui, dans toute la vie, convergeaient à la fin de leur vie pour se poser une ou deux questions. La première question, c'était toujours, en tout cas c'est moi ce que j'ai perçu, est-ce que j'ai vraiment été aimé dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment été aimé? Si c'est pas par mon père, par ma mère, par ma femme, par mes enfants, est-ce que ça a pu être par un voisin, une voisine, un animal de compagnie, Dieu? Est-ce que j'ai vraiment été aimé? Est-ce que je me suis laissé aimer? Et puis il y a une deuxième question qui est plus exigeante encore que la première, c'est est-ce que j'ai su aimer? Est-ce que j'ai su aimer, non pas inconditionnellement, mais de quelque chose qui s'en rapprocherait? Et accompagner ce cheminement-là me semble être la meilleure manière d'accompagner le questionnement spirituel ou la souffrance spirituelle. Après, chacun va pouvoir mobiliser son expérience. D'une manière générale, ce qui est mis en avant, on y revient, c'est l'écoute. C'est pas la boîte à outils, c'est l'écoute. Donc finalement, et je termine là-dessus, peut-être, ce qui me semble important, c'est que ces qualités d'être autour de l'écoute, autour de la capacité à rejoindre la personne dans la détresse de son inquiétude, de son questionnement, ça peut être mis en œuvre par n'importe quel humain. Certes, certains vont avoir un rôle plus visible parce qu'ils sont aumôniers, parce qu'ils sont ministres du culte, que sais-je, parce qu'ils sont philosophes et qu'ils ont réfléchi sur l'histoire du monde. Mais en réalité, quand un être humain meurt, il a besoin d'être accompagné par un être humain et pas par un technicien. Enfin, pardon d'être brutal et trivial en disant ça, mais c'est ça, au bout du compte, qui fait l'accompagnement, c'est la main. C'est la main, c'est le regard, c'est l'écoute, c'est la présence humaine. Donc finalement, la souffrance spirituelle, elle est partout et elle a vocation à être accompagnée par tout le monde. C'est comme ça que moi, j'en suis venu à la conceptualiser. Après, il peut y avoir besoin du secours, d'un secours spécifique avec des textes, avec des gens qui ont des qualifications, des gens qui ont une expérience de vie. Si le jour où notre système de santé, comme nous y invite d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé aussi aujourd'hui comme étant vous connaissez tous la définition de la santé, 1946. La santé, c'est l'état de complet bien-être physique, mental et social. Ça, c'est la définition de 1946. Et puis en 2002, l'OMS a rajouté, dans le cadre des soins palliatifs en particulier, et l'état de la non-souffrance spirituelle. Est-ce que notre système de santé, très laïque, la laïcité à la française, est capable aujourd'hui d'intégrer la question spirituelle? J'avais dit que je finissais, mais en fait j'ai des idées qui me viennent, donc je continue. Eh bien, je crois, parce que ça va rejoindre notre sujet, qu'il y a un sujet qu'il nous faut prendre en considération, c'est la souffrance spirituelle des soignants.
et que le système de santé pourra peut-être intégrer la question de la souffrance spirituelle à travers non pas la souffrance spirituelle des patients, mais à travers la souffrance spirituelle des soignants. Parce qu'il va être obligé d'être beaucoup plus à l'écoute des soignants qu'il n'est à l'écoute des patients. Donc de ce point de vue-là, ce que nous vivons aujourd'hui en termes de circonstances